Avant d'en parler, d'en venir vraiment à ce qui t'est arrivé, j'aimerais revenir un peu plus loin dans l'histoire. Est-ce que tu peux me raconter ta vie de ce que c'était avant ton amputation? Et ben moi voilà, donc je m'appelle Pierre, donc je suis originaire du Pays Basque, enfin de Bordeaux précisément, et je suis arrivé à 8 ans au Pays Basque, donc là où j'y ai grandi, collège à Biarritz, lycée à Bayonne, et avant l'amputation donc j'étais étudiant en droit, également à l'université de Bayonne, et en parallèle voilà, je voulais devenir journaliste, donc je travaillais également pour la Semaine du Pays Basque en tant que correspondant local, j'ai toujours pratiqué le sport également, donc beaucoup de rugby de mes 8 ans à mes 20 ans. Parce que voilà, juste avant l'accident, j'avais enchaîné quelques blessures plus bénies, etc., qui ont fait un peu réduire la cadence, plus avec les études, etc. Et donc l'été en question de l'accident, donc je venais de valider ma première année de master de droit. Et après voilà, pour me présenter, toujours quelqu'un qui vivait, qui a toujours vécu normalement. Je fréquentais mes copains, j'avais une petite amie, je sortais régulièrement, donc j'ai essayé au-delà du rugby pratiquer régulièrement également des activités sportives avec mes copains, pelote basque, surf pas beaucoup pour le coup, mais je les accompagnais surtout, mais voilà, rugby à la plage, enfin la vie d'un jeune au Pays Basque dans sa globalité, si je puis dire. Cet été-là, qu'est-ce que tu faisais pendant l'été? Tu avais un boulot? Comment étaient rythmées tes journées de l'été? J'étais employé saisonnier, comme depuis plusieurs étés. Je travaillais comme serveur dans un camping. Et j'étais justement une heure avant l'embauche en scooter. Également en parallèle, j'étais avec des amis. On a créé une association qui faisait de l'événementiel. On a organisé quelques soirées dans une salle à Bayonne, la salle Napoléon pour ceux qui connaissent. Et en fait, je rentrais des courses en Espagne avec mes amis, mes collègues de l'association. Et voilà, donc c'est entre le Roi Merlin où j'ai récupéré mon scooter et chez moi avant d'aller au boulot que j'ai eu ce fameux accident, et en l'occurrence le 19 août, le jour de mon anniversaire. Alors outre le fait que ce soit le jour de ton anniversaire, ce que j'apprends... Parce qu'il y a une anecdote qui est quand même... qu'on rajoute à chaque fois. Mais t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Donc t'es sur un deux roues, c'est ça? Ouais, 125, scooter 125, ok. T'es dans quel état d'esprit quand tu prends la route? Tu vas au boulot classique, ou c'est vraiment t'es dans le speed parce que tu penses à la bringue, que tu vas organiser ceci, cela? Il y a un peu des deux, voilà. J'avais mon timing qui était assez serré, il fallait donc je rentre de ces courses en Espagne, il fallait que j'ai le temps de repasser à la maison. J'avais rendez-vous avec trois copains de l'asso, donc pour qu'on fasse un bilan de qu'est-ce qui manquait, etc. Parce que je trouvais que chez moi en plus c'était le siège social entre guillemets, donc on stockait tout, etc. Donc on avait rendez-vous chez moi. Et donc avec cette contrainte horaire qui était celle du boulot 1h30 après, je crois, donc j'étais pas plus pressé que d'habitude parce que je pense que j'avais pas une conduite exemplaire dans tous les cas. Mais voilà, là je savais qu'il fallait que j'arrive chez moi avant telle heure pour repartir à telle heure également pour être à l'heure au travail. Donc, mais dans un super et bon état d'esprit, hein, puisque le boulot n'était pas une contrainte, et en plus on était en plein orga d'événements et on prenait un plaisir énorme à le faire, donc au contraire plutôt de bonne humeur à ce moment-là. Je te posais une question, là aussi il n'y a pas de piège, rien, mais tu étais sobre, tu n'avais pas bu l'apéro, tout ça? Y avait Rien, pas d'alcool, voilà, rien. pas d'alcool, pas de drogue, enfin ça je touche du bois d'ailleurs, puisque c'est un des premiers tests qu'ils réalisent de suite après l'accident par le biais des prises de sang. Ça voilà, on verra plus tard sur la suite, mais sur le coup j'étais totalement à jeun et pleinement maître de moi-même. Ok, cet accident, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je conduisais mon scooter, je suivais une auto-école qui roulait pour le coup à la vitesse normale, mais qui n'allait pas assez vite pour moi sans doute à l'instant T. Et au moment d'arriver entre le petit rond-point qui descend à Leclerc-Irati et celui de l'aéroport, ça tourne légèrement et l'initiative me vient d'essayer de doubler l'auto-école en question. Et lorsque je double, je percute par le côté gauche du scooter une voiture
qui ensuite me rabat contre l'auto-école en question, et je finis ma route sur le côté, sur le bas côté. Ok, à ce moment-là, comment ça se passe? Des gens s'arrêtent pour venir te prêter secours? Oui, assez rapidement. En plus, c'est quand même une route qui est assez fréquentée, notamment un 19 août. Hein. Donc de suite, au contraire, ça crée un bouchon assez important. Donc des gens viennent. Le chauffeur que j'ai percuté de face ne descend. J'ai aucun souvenir de le voir en tout cas. Mais donc les personnes de l'auto-école ainsi que des passants, d'autres automobilistes s'arrêtent, etc. Donc j'ai très rapidement des personnes autour de moi, notamment je pense que de mémoire c'était une infirmière qui du coup avait de quoi couvrir, etc. À ce moment-là. Et voilà, donc de suite on me prend en charge. Les personnes lambda déjà viennent au moins à mon secours. Quand tu te retrouves par terre, quelles sont tes premières pensées? Eh ben, elles vont à mon genou droit, paradoxalement, parce que je m'étais pété le ménisque, cassé pendant le ménisque l'année précédente au rugby, en faisant du rugby avec des copains, et je savais qu'il était encore fragilisé. Et donc, premier réflexe, c'est le toucher, voir que, il se plie, il fonctionne à peu près correctement, et voir que finalement ça va, aucune douleur, essayer de me lever, retomber. Parce que impossible de marcher, mais sans comprendre pourquoi, parce que l'adrénaline fait qu'on n'a pas de douleur en tout cas c'est ce qu'on m'a dit et ça s'est avéré être le cas dans mon cas. Et je prends conscience de l'ampleur des dégâts au moment où une dame s'approche de moi, me regarde les jambes et repart en ayant un haut le cœur. Et donc c'est là que je vois mon pied et que du coup là, instantanément la douleur intervient et prend le dessus et là c'est... Et là, c'est là que j'ai conscience de l'ampleur des dégâts, si je puis dire. Qu'est-ce que tu vois exactement? Un pied charcuté. Pour la faire un peu trash, c'est l'image qui m'est restée. En plus, après, j'ai travaillé dessus avec les accompagnements psy, etc. pour justement oublier un peu cette image ou au moins la remodeler. Mais voilà, c'est un pied dans un sacré, vraiment mauvais état. Et je reste conscient de bout en bout, donc j'organise mes secours, c'est un bien grand mot, mais je demande aux gens d'appeler les secours, ce qui avait déjà été fait, mais d'appeler ma mère également. Du coup, je me retrouve pour l'anecdote avec les AirPods dans les oreilles, ce qui n'est pas légal non plus. J'entends la voix de ma mère, donc je balance les AirPods et je demande à la dame de discuter avec ma mère parce que j'avais pas trop les moyens de lui expliquer ce qu'il était arrivé. Et donc après, les gens restent à côté de moi, me parlent. J'ai un souvenir de 2 personnes qui avaient été particulièrement bavarde, mais dans le bon sens du terme, bienveillante au possible. Et voilà, et j'attends les secours. Ça m'est paru long, ça a duré 11 minutes, donc c'est pas beaucoup 11 minutes dans une vie, mais sur le coup c'est quand même assez long. Et voilà, après la suite, les secours arrivent, et prise en charge, le gaz, le secourisme classique, quoi. Donc 11 minutes qui sont une éternité, j'imagine, pour toi. À ce moment-là, tu vois que tu as le pied en mauvais état, mais tu pars à l'hôpital donc. À quel moment tu as le diagnostic comme quoi c'est peut-être plus grave, à quel moment tu prends conscience de la gravité de la blessure vraiment? Moi finalement l'an dernier, j'ai été la dernière personne à le savoir. Spontanément, le cerveau analyse quand même la situation et je pense qu'il se passe quelque chose puisque on m'endort quasiment avec direct dès lors que les secours arrivent, il me commence à m'anesthésier via le gaz, ce qu'on hilarant entre guillemets, mais voilà. Et là j'arrive aux urgences, par exemple j'ai peu de souvenirs, mais ma maman et ma copine me disent que je leur tenais des discours comme quoi j'avais plus de pied, ce dont je me souviens pas. Et moi finalement donc ça c'était vers 11h du matin, moi je me réveille qu'à 19h. Sortie de salle d'opération, etc. On ne me dit rien quant à ma situation parce que encore sous l'emprise de morphine, kétamine et autres anesthésiants, donc peut-être pas dans un état de choc forcément qui est là. Et encore que non, parce que finalement, c'est paradoxal, mais dans la pièce entre mes amis, ma mère, ma copine et moi, j'étais le plus heureux parce que j'avais pas conscience des dégâts finalement. Je me suis même permis quelques vannes mais qui faisaient moins effet que d'habitude. J'étais un peu désolé, mais et voilà, moi c'est que le lendemain matin en fait au réveil
qu'un médecin vient me voir dans la chambre et m'explique que ils ont été obligés d'amputer parce que après 2 heures de tentative de récupération de l'organe, il s'est avéré qu'il n'y avait plus d'autre choix que d'amputer. Tu te souviens de ce moment précis où on te l'annonce et de ton sentiment ? Le moment, oui, mais c'est pareil finalement. Enfin, je pense que c'est pas une réaction normale non plus parce que je suis encore des perfs de morphine en veux-tu, en voilà. Donc choqué, mais rien par rapport à ce qu'un être lambda devrait être lorsqu'on lui apprend une telle nouvelle. Donc oui, un état de choc, mais amoindri quoi, par rapport à ce qui devrait être. Juste une précision, ça c'est entre parenthèses, mais on parle du 19 août de cette année, on est d'accord ? Non, là c'est 2021. Okay. Là ça fait plus d'1 an et donc ça fait 1 an et demi à peu près que c'est arrivé maintenant. D'où voilà la possibilité d'avoir repris des études, de travailler, de vivre. Voilà. Là on a passé la barre des 1 an déjà. Okay. Donc là on est le 20 août 2021. Tout à fait. On t'a annoncé la nouvelle. Alors on dit qu'il y a un process classique, rejet, colère, acceptation, tout ça. Est-ce que tu as vécu justement toi, ce processus d'être au début pas tout à fait conscient de ça, après peut-être, qu'est-ce que tu as ressenti ? Est-ce que tu as été en colère ? Est-ce que tu l'as accepté de suite ? Comment ont été les premiers jours et les premières semaines de digestion de cette nouvelle ? C'est fou parce que finalement c'est moins clair que. Il y a eu des difficultés, moi déjà, la colère envers moi-même, beaucoup de culpabilité. Pourquoi quelle idée de doubler ce jour-là, c'est de ta faute, t'as presque ce que tu mérites et encore voilà. Mais j'ai aussi des larmes, de l'incompréhension et pourquoi mais un soutien inconditionnel. J'ai jamais été tout seul physiquement, hein, je veux dire, j'avais en permanence mes parents déjà qui se relayaient, le personnel hospitalier a fait que ma copine a pu dormir tous les soirs avec moi pendant les 15 jours d'hôpital, donc une présence quasi permanente. Mes amis se sont relayés mais à tour de rôle pour passer du temps avec moi, etc. Donc finalement peu de temps pour d'introspection dans le bon et le mauvais sens du terme, hein. Et ce qui m'a aussi permis peut-être au moins de le digérer un peu plus vite dans un premier temps. Par exemple, dès le 20 août au soir, j'ai une photo avec mes 15-16 copains sur le parking de l'hôpital avec le gâteau d'anniversaire qui n'a pas pu être donné la veille. Tout le monde est présent. Bon, les mines ne sont pas au mieux qu'on puisse faire, mais voilà, une présence qui a aussi permis donc de moins vivre justement ces étapes une par une. Mais après oui, quand même voilà, colère, incompréhension, beaucoup envers moi-même et également dur envers moi-même, t'as ce que tu mérites, etc. Dur avec les autres aussi, hein. Par exemple, ces personnes qui ont été au plus proche de moi me le disent maintenant que j'ai pas été tendre pendant ces périodes, mais j'en suis désolé. Voilà. Et après, une demande régulière de discuter avec un psychologue. Ça a été très rapide, je m'en suis rendu compte très vite. J'ai demandé à ce qu'on limite les médicaments, au contraire, qui shootaient et avoir l'opportunité de discuter. Et alors que dans un premier temps, ils avaient quand même tendance à favoriser les anxiolytiques, les somnifères, etc. Mais une vraie envie de discuter pour mettre des mots sur les mots. Voilà. Mais des phases moins, voilà, pour en répondre à la question d'origine, quand même des phases moins délimitées que ce qu'on peut entendre parfois, même si c'était plus en dents de scie. C'est-à-dire que ça pouvait être une journée plus colérique, une autre plus axée sur les larmes, et une autre où finalement, j'ai des copains toute la journée et la journée passe, quoi. Donc Bon, justement, c'est en dents de scie, comme tu l'as dit. Est-ce que maintenant tu considères l'avoir totalement accepté et digéré, cet accident ? Non, même pour avoir discuté avec des gens qui ça arrive 30 ans plus tard, ils ont encore des moments où c'est pas nécessairement accepté, etc. Mais je considère quand même l'avoir intégré, au moins déjà, c'est-à-dire dans le mode de vie, je me rends compte que 90% de mon quotidien ne diffère pas. Hormis les phases purement pratiques, la nuit quand il s'agit d'aller aux toilettes ou d'aller dans la douche, et selon chez qui je suis, s'il y a une petite marche, s'il y a ce genre de choses. Donc les contraintes me rappellent la situation.
Mais psychologiquement, bon, là, le fait de reparler un peu de l'accident, ça fait toujours c'est jamais un plaisir, mais je considère que le plus gros du travail est fait, je pense, et voilà. Il y a une belle phase d'acceptation qui est faite, et je pense que le reste, ça sera en moi, et c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce qui a littéralement changé dans ta vie ? Tu viens de dire finalement que 90% des choses, tu les fais encore. Qu'est-ce qui a changé entre le Pierre d'avant et le Pierre d'après ? C'est toujours... je pense que ça me fait prendre un petit coup de maturité dans la vie, une capacité à relativiser sur les choses plus ou moins graves de la vie. Et encore que, j'ai même pas envie de prendre comme exemple comme la situation qui fait que ça a été vachement aussi le centre de rééducation, parce que suite aux 15 jours d'hôpitaux, j'ai intégré un centre de rééducation le 11 septembre jusqu'à mi-décembre, en 24-24. Donc, et c'est une situation qui fait fréquenter toute forme de cas, et donc de l'amputation aux maladies dégénératives, aux handicaps, aux AVC, bref, etc. Et se rappeler que finalement les problèmes de la vie lambda, c'est bien de les avoir à la limite, si on peut avoir que cela, c'est pas mal. Aujourd'hui, tu es effectivement, depuis le premier jour que je t'ai rencontré, je vois quelqu'un de très souriant, de très dynamique, positif. C'était des traits de caractère que tu avais auparavant, ou c'est maintenant que tu vois la vie de façon plus positive parce que justement tu as côtoyé des gens avec des malheurs encore plus importants et que tu relativises ? Il y a un peu des deux. Je pense avoir toujours été assez dynamique, extraverti, plutôt essayer de faire rire dans la mesure du possible, etc. Mais après, il y a aussi cet aspect, avoir côtoyer des gens vraiment dans une difficulté, parce que moi par exemple j'ai pas eu la dimension sociale, mais il y a des personnes à qui il arrive la même chose, qui sont totalement seules en centre de rééducation, qui ne voient personne, pour qui ça dure une éternité, etc. Et c'est sûr que ça aussi ça fait sourire. Non, non, au contraire, loin de là, mais je pense que ça a joué aussi. Mais après j'ai toujours sans me vanter, eu ces traits de caractère plutôt dynamiques et positifs dans la mesure du possible. Et voilà. Or, tu es une personne revancharde, finalement ça a renforcé ton mental d'après ce que je comprends. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme une personne handicapée ? Si je devais caricaturer, je dirais oui pour avoir le stationnement, mais non, je plaisante. Mais non. J'ai le statut vis-à-vis de la société, etc. Mais cette étiquette handicapée, et par exemple dans des contraintes professionnelles, sociales, etc., je ne les ai pas. Donc oui, j'ai une prothèse, donc c'est pour combler un handicap. Mais de toute façon, j'ai aucunement envie d'être défini à partir de ce qui m'est arrivé. C'est aussi pour ça que je tiens justement à préciser qu'avant, j'avais quand même des traits de caractère, et que il y a un avant, un après, mais pas que. Donc non, pas, ou alors que ça soit handicapé un qualificatif au milieu d'une série d'autres qui me qualifierait presque mieux, quoi. Depuis quand tu la portes, cette prothèse ? Justement depuis cette sortie du centre de rééducation, donc depuis décembre 2021. C'est facile, facile, c'est un peu maladroit comme terme, je ne sais pas, mais on s'approprie facilement ce genre de nouvel attribut. Quel est ton rapport ? C'est une partie de toi ? Comment on vit avec ça ? Après, il y a un aspect fataliste aussi, c'est qu'il n'y a pas le choix. Moi, c'est toujours ça a été d'ailleurs l'argument qui m'a fait me tenir debout aussi, c'est que c'est le cas sans mauvais jeu de mots. Chaque fois, de toute façon, c'est soit tu fais avec et t'avances la situation, soit tu fais pas. Donc, la prothèse, c'est encore un exemple. Après, par exemple, je le dis parfois en rigolant quand je dois me peser, est-ce que je me pèse avec ou sans ? C'est significatif. Mais au début c'est quand même très particulier, mais l'envie de remarcher est tellement importante que t'enfiles ta jambe de métal et t'essaies de marcher, et après voilà, je pense que c'est hyper subjectif. Ça dépend aussi de l'état d'esprit, ça dépend de l'âge, ça dépend de la situation. Chaque personne le vivra de manière différente. Moi, parfois je le regarde et je me dis, pardon pour les gros mots, mais punaise, ça me fait chier, j'aimerais pas t'avoir.
Mais à la fois, je me dis, c'est aussi ce qui fait que je suis pas en fauteuil roulant, parce que je l'ai connu le fauteuil roulant aussi. Donc, ça reste un bijou de technologie. Quand je vois ce qu'ils font, le poids que ça pèse, etc. Là, j'en ai une pour faire du sport. Et j'en ai vu certains qui avaient donc avec une partie totalement électronique, etc. Donc, ça remplacera jamais ce qui est parti, mais c'est quand même un élément qui est extraordinaire. Et donc, ça fera partie de moi, c'est certain. Ça le fait déjà un peu et ça fera partie de moi, c'est certain. Tu disais tout à l'heure donc que tu fais à peu près 90% de ce que tu faisais avant, enfin que finalement ta vie n'a pas changé maintenant du tout au tout. Qu'est-ce que tu ne peux plus faire ? Du rugby, stéréotypement du rugby, ça a été finalement, je pense que c'est le seul et unique la discipline et encore que j'ai trouvé maintenant le rugby fauteuil. Donc on va dire que je peux plus faire de rugby valide parce que là, sinon mes amis du rugby fauteuil me diraient t'es mauvais, mais donc je peux plus faire de rugby valide parce que c'est interdit. Et voilà, après comme je vous disais, s'il faut aller aux toilettes la nuit, il faut penser soit à se remettre la jambe, soit y aller en béquille. Donc c'est des petites contraintes du quotidien à laquelle une personne lambda et à laquelle quelqu'un qui n'est pas confronté ne penserait pas. Mais sinon, oui, je suis quand même tributaire de ça, de me dire que parfois je peux marcher 3 km et ça peut être sans souci. Et parfois si quelque chose en a décidé ainsi, je peux marcher 100 mètres et être plus fatigué ou avoir mal. Donc toi, forcément ta vie a changé. Le regard des autres, est-ce qu'il a changé sur toi ? Forcément un peu, mais notamment les premières fois où ça a été assez flagrant, ça a été mes premières sorties avant la prothèse. C'est-à-dire du coup là j'étais en fauteuil roulant, donc avec moignon apparent, et donc là on sent le regard des gens, mais sans une quelconque once de méchanceté, mais forcément que ça soit de la curiosité, impressionné, etc. Mais c'est pareil, c'est quelque chose auquel on se fait. Et justement, j'avais rencontré en centre de rééducation un ancien entre guillemets qui avait été amputé et qui me disait que finalement les gens, le regard te regardent selon comment tu la portes. Enfin, quelqu'un qui va être à l'aise avec la prothèse, c'est-à-dire créer finalement un climat social normal, etc. Il va pas inspirer de peine. Et on va moins le regarder, etc. Et il y a même plein de gens qui me disent, notamment moi en pantalon, ça se voit pas. Et après, puis pour maintenant le côté rigolo quand je suis en short, c'est les enfants. Les enfants, les moins de 5-6 ans qui n'ont aucun filtre et qui, maman, il a quoi le monsieur ? Il a un bobo ? Ou alors une fois au resto, j'étais en fauteuil roulant, donc la jambe qui pendait dans le vide, et je me retrouve avec 2 petits gamins qui avaient 3-4 ans qui passent sous la table en fait et qui passent la main en dessous et qui dit à sa sœur, je t'avais dit qu'il avait pas de pied le monsieur. Et donc là ma mère, ma copine, mes potes qui presque outrés, moi je leur dis oui c'est factuel, c'est le cas. Mais voilà, sincèrement c'est pareil, c'est un coup à prendre hein, mais quand c'est des enfants de cet âge là c'est rigolo. Après quand des fois des gens de 50 ans qui lâchent pas le regard, t'as envie de dire c'est bon, t'en verras d'autres ou pas, j'en sais rien, mais encore que c'est pas non plus quelque chose qui est handicapant à proprement parler. Parce que pour juste revenir sur le médical, j'ai eu 2 phases en fait. Moi, la première amputation a été au niveau de la cheville. Et 19 août, la pratique était d'enlever que ce qui est malade en fait, si je caricature. Ils n'ont pas le droit de prendre l'initiative de couper plus haut. Sauf que dès lors qu'ils t'annoncent qu'on enlève que le pied, ils expliquent que ça va pas être appareillable ou quasiment pas. Ou quelque chose de très médiocre, etc. Donc ils vous disent, écoutez, là, vous êtes fait amputer aujourd'hui, mais préparez-vous à ce que d'ici 1 ou 2 mois, vous repassiez sur le billard, si je caricature. Et c'est ce qui s'est passé en octobre. En octobre, 2e opération pour remonter sous le genou, en haut du mi-tibia, pour là avoir l'appareillage adéquat. Okay. Voilà, pour le... En fait, on remonte plus haut. C'est ça. C'est exactement. C'est ça. Par exemple, tout ce qui était... j'aurais pu remarcher, mais j'aurais eu comment qualifier ça, un genre de pied de boiteux qui aurait été vraiment limité en termes de mouvement, etc. Par contre, maintenant, je peux prétendre à de la course et tout. Et ça aurait pas été possible sans le moignon idéal. C'est leur jargon médical, hein, je vois pas ce qu'il y a. Mais voilà. Mais il y a une longueur prédéfinie. Et puis le fait que ça soit une opération prévue, ça va être en milieu propre aussi. Tandis que d'accidents de la route, les infections, il y a toute une série de paramètres qui rentrent en jeu. Et du coup, voilà, pour l'anecdote, pour recaler la chose. Bon, tu l'as dit, tu as été beaucoup soutenu dans cette épreuve. Énormément. Par la famille, bien sûr. Les potes, donc ils étaient là, ils sont toujours là. Toujours.
ouais, tu sors toujours avec eux, c'est Ah, toujours les mêmes, il les n'y a pas mêmes. eu de modification dans ton Non, groupe ami? non, sincèrement, au contraire, petits amis et potes sont restés les mêmes et au contraire, enfin, je le dis maintenant, enfin, je leur dois la marche à mes parents aussi, mais différemment, parce que bon, la relation jeune, etc. Et c'est oui, c'est les personnes avec qui je fais la bringue pareil, avec qui je passe les mêmes moments, des vraies épaules sur lesquelles me reposer, et sans qui, enfin, la situation aurait totalement différente, aurait été différente, ça c'est clair et net. Ça paraît évident, effectivement. Alors, tu la mentionnes régulièrement à ta petite amie, donc qui est toujours la même avant et après. Euh, Comment cette relation a pu perdurer, justement? C'est pas évident, ni de son côté ni du tien, je pense. Peut-être qu'à un moment donné, tu as pu lui dire: non, mais allez, pars-toi. Enfin, je sais pas. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu des interrogations sur le fait de perdurer votre couple, ou non, finalement, tout s'est fait naturellement et ça vous a encore plus ressoudé? Bon, enfin, je sais elle le disait pas parce que bon, forcément, elle en a souffert de la situation. J'ai pas été facile. C'est un choc quand même qui est voilà. Plusieurs fois, bon, moi sur le ton en plus, entre les séances, enfin entre les moments d'énervement, un peu shooté à la morphine, etc. Je disais, écoute, enfin, il y avait une part de vrai aussi, mais du coup on est un peu plus spontané dans ces conditions. Si tu le sens pas, je peux comprendre parce que je vais, voilà. Mais il n'y a jamais été aucunement question. Enfin, s'il y a pu avoir des. C'était pas lié à ça en tout cas. Et voilà. Et on s'est. Enfin, non, au contraire, elle m'a soutenu et ça a renforcé la chose. Et ça, voilà, elle fait partie de ceux que je remercie. Enfin, que je remercie. Ils me diront que j'ai pas à les remercier, mais quand même que je remercie sans qui ça aurait été totalement différent, c'est clair. Mm, totalement. Bah, enfin, en étant pareil finalement. Le fait qu'il n'y ait pas eu de changement a fait que il n'y ait pas eu de changement de son côté dans notre relation et c'est ce qui a fait que je suis resté, enfin, que mon nouveau moi était moi-même finalement. Enfin, je sais pas comment le dire, mais que j'ai pu rester moi-même malgré ma situation qui avait évolué quoi. Donc oui, toutes ces personnes qui ont été là ont contribué à cette acceptation forcément. Et aussi justement pour en revenir aux amis, aussi par le biais de l'humour, hein, parce que on fonctionne énormément comme ça, et c'est le fait de très vite finalement avoir la blague de l'handicapé, enfin horrible, hein, mais et qu'on puisse me l'attribuer, et c'est ce qui aussi a rendu facile la chose, et c'est, enfin voilà, c'est justement ces relations qui n'ont pas évolué en fait, qui sont restées les mêmes, qui ont fait qui ont favorisé l'acceptation entre autres. Ok. Bon, aujourd'hui, ton quotidien n'est pas défini par ça, clairement. Non. Tu l'as dit. Quelles sont tu as parlé de nouvelles pratiques que tu avais maintenant. Donc il y a des choses que on a évoquées que tu ne fais plus. Il y a des choses nouvelles que tu fais par contre. Tout à fait. Donc quelles sont ces nouvelles choses et en particulier ces nouvelles pratiques sportives que tu pratiques désormais? J'ai découvert du coup un grand nombre de disciplines handi sportives et inclusives et mixtes, etc. Parce qu'il y a plusieurs termes. La première et celle que je pratique le plus avec goût, c'est le rugby fauteuil. Donc dans un club à Anglet en plus qui s'avère être en première division, donc en niveau compétition, etc. Qui m'a été présenté par un copain que je salue aux Embruns. Qui m'a proposé, il m'a dit écoute, t'as fait du rugby longtemps, viens voir. Et alors là du coup ça fait depuis maintenant déjà aux Embruns ils m'ont laissé la possibilité d'y aller à quelques fois aux entraînements par des billets, voilà, des petits arrangements, donc, et là depuis ça fait un an que je pratique ça régulièrement. Et puis de fil en aiguille j'ai également pu essayer le wakeboard en assis, donc handi wake, à Sam, donc au Pays Basque, le basket fauteuil à Paris. Attendez, parce que et là c'est comme par hasard
Handisurf également, j'ai fait une journée handisurf avec Eric Dargent qui est assez connu justement ici pour performer en handisurf. Et puis justement, finalement, je m'ouvre à des disciplines et j'ai envie. Là, le sport a joué aussi beaucoup dans ma reconstruction parce que les journées au centre étaient vachement dictées par les activités sportives. Et je m'en rajoutais un peu parce que il y a l'aspect physique, mais l'aspect psychologique aussi qui passe énormément par ça. Et du coup, en sortant du centre, j'ai eu envie de continuer un maximum de disciplines, en essayer. Puis c'est également des opportunités potentielles qui s'ouvrent parce que je dis pas que demain je serai aux Jeux paralympiques, mais on est amené à fréquenter de suite peut-être un plus haut niveau. Et voilà, et c'est des nouvelles ambitions qui rentrent aussi en ligne de mire et puis qui font rencontrer d'autres personnes parce que à travers ces disciplines, on rencontre d'autres personnes dans notre situation, dans des meilleures situations, des moins bonnes, et ce qui fait un nouveau groupe de potes également. C'est plein d'opportunités qui se sont ouvertes auxquelles j'aurais pas forcément songé. Et voilà, et qui viennent pallier également le manque de celles que je peux plus pratiquer, quoi. Oui, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent finalement chez les personnes à qui il arrive des accidents comme ça. Elles s'investissent, peut-être même plus que de raison parfois dans le sport. Ça fait vraiment partie du processus de reconstruction. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est plutôt psychologique, non? C'est c'est ça, c'est avant tout psychologique. Après, si ça a des bénéfices physiques forcément, donc on les prend avec plaisir. Mais c'est toujours pareil, ça dépend des personnes aussi, parce que quelqu'un qui détestait le sport avant, peut-être que n'ira pas se tourner vers ça dans un premier temps. Mais voilà, moi qui ai toujours aimé pratiquer plus ou moins haut niveau, là ça m'a semblé évident et ça a été vraiment un appui. Le sport a contribué à se vider l'esprit, à occuper le temps, parce que les journées les fois ensemble sont un petit peu longues. Et derrière, donc, et cette possibilité de pratiquer, de voir qu'il y a des structures en plus. C'est vraiment un plus et qui contribue aussi bien physiquement que psychologiquement à relever un peu la tête, quoi. Parfait. Donc aujourd'hui, tu as 23, ouais. Pardon. Donc le Pierre de maintenant, de 23 ans, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour l'avenir ? Comme je veux toujours pareil, réussir dans mes projets qui étaient les mêmes avant et qui seront les mêmes après, donc dans le journalisme, notamment dans le premier temps dans mes études, après dans le journalisme, en touchant du bois, j'espère, et puis continuer si je peux avoir quelques performances handisportives, en fauteuil, etc. Voilà. Et après la réussite qu'on souhaite à une personne lambda dans la vie, et voilà, et que j'ai pas d'autres contraintes liées à ça, et il n'y a pas de raison. Voilà, et continuer dans mon esprit, j'espère.